Blackpink, BTS et Twice, pour ne citer qu'eux. Ce sont des stars en Corée, des groupes très entraînés, façonnés pour le succès et qui rassemblent des millions de fans. Surtout, ils ont réussi à faire briller la Corée par-delà ses frontières. Partout dans le monde, des filles et des garçons chantent leurs chansons et reproduisent leurs chorégraphies. Leurs fans, particulièrement fidèles, n'espèrent qu'une chose, visiter la Corée. Pauline fait partie de ces fans de K-pop. Se rendre en Corée serait son rêve le plus fou. Alors quand se présente l'occasion d'y passer 9 mois, dans le cadre d'un échange culturel, elle n'hésite pas bien longtemps. Le fantasme devient réalité. Mais au pays du matin calme, la nuit cache parfois de mauvaises surprises. Vous écoutez Transfert. Ce témoignage a été recueilli par Alicia Gaoua. Quand j'ai 3 ans, ma mère m'emmène avec elle dans ses cours de danse et elle me pose dans un coin avec des coloriages. C'est elle qui m'a mise à la danse plus tard. Et je commence vraiment la danse à partir de 4-5 ans. Quand je suis au collège, je tombe sur une vidéo YouTube intégrée dans un blog qui parle de K-pop. Je connais pas, je sais pas du tout ce que c'est. Dans les années 2000, c'est pas du tout connu en France. Et je découvre la vidéo de Lee Hyori, Hugo Girl. Lee Hyori, c'est une chanteuse de K-pop. Et c'est la première fois que j'entends de la K-pop. La K-pop, du coup, c'est l'industrie pop musique coréenne, qui est une très très grosse industrie. Et c'est un style musical hyper visuel et hyper coloré dans ses clips, dans ses danses. C'est hyper énergique. Il y a beaucoup de boys band et de girls band qui font des chorés hyper structurés. Tout est plaisant en fait, esthétiquement, autant sur le son que sur le visuel. Donc suite à ça, je découvre de plus en plus le genre K-pop, je découvre de plus en plus de chanteurs, de groupes, de chanteuses. Et ce que je découvre surtout, c'est des gens qui se filment sur YouTube et qui postent des vidéos de danse d'eux en train de reproduire les danses des autres groupes. Je trouve ça trop bien et je me dis mais moi aussi je veux faire ça. Donc je fais pareil, je télécharge les vidéos de groupes que j'adore. Je mets au ralenti, je bidouille un peu, j'apprends les chorés et je me filme en faisant ces chorés-là et je les poste sur YouTube. En 2011, il y a un gros concours de danse K-pop qui s'ouvre. Ce concours est organisé par une chaîne télé qui s'appelle MBC. Et donc, en fait, c'est un concours de danse et l'objectif est de mettre en ligne une vidéo de soi-même en train de reproduire une danse et de le réaliser le mieux possible, en fait. Il est diffusé uniquement sur MBC, donc en Corée et sur YouTube, mais les participants viennent du monde entier. Moi, je participe en Europe. D'abord, je suis présélectionnée sur vidéo. Je représente la France et je suis invitée à Madrid pour la finale européenne, en fait. Quand j'arrive à Madrid, moi, je suis hyper heureuse d'être là. Je suis hyper contente. J'ai 17 ans à peine. Dans les participants, il y a plein de groupes et de solos qui représentent leur propre pays, donc des groupes espagnols, vu qu'on est en Espagne. Il y a aussi un groupe de Roumaines, il y a aussi une Anglaise et il y a moi, la Française. Ça se passe dans un grand amphithéâtre en extérieur et tout est organisé comme sur un plateau télé. Il y a des grosses caméras partout, des projecteurs, absolument tout ce qu'on peut trouver sur un plateau. Le résultat du concours, après une très longue journée, c'est que je me retrouve à gagner, en fait, à être en première place, ce que je ne comprends pas sur le moment et ce que je comprends vraiment à la toute fin, en soirée. Et là, je réalise que, en fait, j'ai gagné et que je vais partir en finale en Corée du Sud avec ma mère qui m'accompagne. J'ai hâte, j'ai juste envie d'y aller de suite, quoi. Quand j'arrive à Séoul avec ma maman, je suis très contente et j'ai qu'une envie, c'est visiter Séoul de suite. On monte dans un taxi qui est là pour nous et on se rend à l'hôtel où on doit aller. Et de là est prévu sur une semaine à peu près tout un programme de visite de Séoul, d'émissions télé, de rencontres avec des stars, de cours de danse et de voyages dans une autre ville qui s'appelle Gyeongju où se déroule la grande finale internationale. Un matin dans la semaine, on nous convie à l'hôtel dans le lobby et on nous demande de danser tous ensemble sur une chanson de Girls' Generation, un des groupes les plus connus de la K-pop. Et en dansant, en fait, le vrai groupe arrive danser avec nous. C'est un moment incroyable. Au final, le concours, il n'y a pas de classement, donc je ne sais pas où je me trouve.
Le classement m'est complètement égal. Je n'ai pas gagné, mais j'ai réalisé un de mes plus grands rêves à 17 ans. Et je me retrouve entourée de groupes de K-pop que j'admire. 4 Minute, Sistar, Beast, M-Black, Rania, qui sont les groupes de K-pop les plus écoutés et les plus célèbres. À la suite de ce concours, je rentre en terminale et je ne pense qu'à une chose, c'est retourner en Corée par n'importe quel moyen. Et il se trouve que ma meilleure amie est partie aux États-Unis grâce à un organisme qui s'appelle le Rotary Club. Dans le dos de mes parents, je m'inscris et je candidate pour ce même échange. Je mets comme premier choix la Corée du Sud. L'année scolaire passe et un soir, le téléphone sonne à la maison et ma mère me passe le téléphone parce qu'elle ne comprend pas de quoi il s'agit. Au bout du fil, il y a le président du club Rotary de ma ville qui souhaite me faire passer un entretien pour voir mes motivations, pour s'assurer que j'ai les bonnes motivations pour faire ce programme. Donc je repasse le téléphone à ma mère, il lui explique tout, et donc s'ensuit ma mère qui comprend et qui me dit « Ok, faisons le rendez-vous et puis on voit ce qui se passe ». Il s'agit d'un échange étudiant, donc le but c'est de faire un vrai échange, donc nous ça nous permet de partir dans un pays de notre choix et en échange d'accueillir quelqu'un chez nous. C'est le concept qui est avantageux, ça a un coût très bas puisque le Rotary Club en fait nous aide à y aller, peut nous sponsoriser. Sur place, on est dans une famille d'accueil et ça dure à peu près le temps d'une année scolaire. Quand ma mère l'apprend, elle est assez surprise, mais elle m'en veut pas. Elle est plutôt dans l'accompagnement. Mon père, lui, il est aussi surpris, mais la condition c'est tu passes ton bac et après tu pars. Si t'as pas ton bac, tu pars pas. J'ai 18 ans, j'ai le bac. Et donc, je m'apprête à partir en Corée pour cet échange pendant une année scolaire. Je prépare absolument tout avec ma mère. Je suis déjà en contact avec ma famille d'accueil sur KakaoTalk. KakaoTalk, c'est la messagerie que les Coréens utilisent sur place, comme ici on utilise WhatsApp. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, j'ai pas peur du tout et j'ai vraiment hâte de partir. J'ai aucune attache particulière à ma famille ou quoi, j'ai juste envie de repartir en Corée, de découvrir la culture vraiment, de parler coréen. Et je suis dans un état d'excitation mais extrême. Avant de partir, je commence quand même à apprendre l'alphabet par cœur pour apprendre à lire. Parce que le premier truc auquel je pense, c'est comment je vais faire quand je vais prendre le métro si je sais pas où je vais. En 2012, sur Internet, il y a très peu d'infos sur la Corée, il y a très peu de blogs. Le peu qu'il y a, ils sont en anglais. Donc j'ai beaucoup de mal à me renseigner en fait avant de partir. Je sais absolument rien de la Corée. Je connais la K-pop, un peu la culture et la nourriture, mais je connais vraiment pas grand-chose. C'est une des premières fois où je prends l'avion toute seule. Donc depuis Toulouse, je monte à Paris-Charles de Gaulle. De là, je rejoins les autres étudiants français qui partent en même temps que moi. On est 6 et c'est la première fois qu'on se rencontre. Donc on est tous hyper contents enfin de se voir, on fait connaissance et donc on va passer les contrôles ensemble avant l'embarquement. Un des contrôleurs pèse ma valise bagage à main et en fait celle-ci est trop lourde. Donc je me retrouve à aller au guichet Air France et à devoir payer des suppléments. Sauf que je n'ai toujours pas passé les contrôles et que le temps, lui, passe. Et je me retrouve à être en retard pour prendre mon vol. Donc on vient carrément me chercher dans la file et je suis la dernière à rentrer dans l'avion juste avant qu'il ferme la porte. Donc je m'installe, je me dis ouf, enfin je pars. Mais quand l'avion décolle, en fait je me mets à pleurer. Je pars toute seule, je vais être toute seule, je parle pas la langue. Au secours, qu'est-ce que je fais en fait ? Ces gens que je viens de rencontrer, ces autres étudiants, je les retrouve pas dans l'avion en fait. On n'est pas du tout assis au même endroit. Donc ils savent pas que je suis entrée dans l'avion. On se retrouve à la sortie après les 12 heures de vol. Et c'est la surprise pour eux parce qu'ils pensaient que j'étais restée à Paris. Ils savaient pas que j'avais réussi à prendre l'avion. C'est une arrivée assez drôle, quoi, assez surprise. À l'aéroport, lorsqu'on récupère nos valises et qu'on arrive dans le hall, il y a absolument toutes les familles d'accueil de nous 6. Avec des ballons, des banderoles, welcome, voilà, comme dans les films. Et ma famille d'accueil vient me voir, leur fille, elle me saute dessus, elle est hyper contente de me voir. Et c'est la première rencontre. De là, voilà, ils
prennent ma valise et on monte dans leur voiture et on va chez eux, qui se trouve à 1h30 de l'aéroport de Incheon. Déjà, la route est vraiment très longue. Après 12 heures de vol, je m'attends pas à faire 1h30 de voiture, donc je trouve vraiment le trajet très long. Et en fait, je me rends compte qu'on va dans une petite ville qui s'appelle Songtan. Je me retrouve dans d'immenses tours, d'immenses immeubles avec 25 étages. Donc j'arrive chez eux et je découvre un tout petit appartement, vraiment tout petit, alors que moi j'ai grandi à la campagne, dans une grande maison, avec un grand jardin. Et donc c'est quelque chose qui me frappe vraiment quand j'arrive. Tout est minuscule. Une fois que j'ai découvert l'appartement, qu'on est installé, on ressort directement et ils m'emmènent dans un centre commercial qui est pas loin de ma nouvelle maison finalement. Et de là, leur fille me commande un plat de nouilles. Le plat est tout noir. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Et j'avais pas du tout envie de le manger, c'était une sauce toute marron, noire, ça donnait pas envie du tout. Et finalement, après avoir goûté, c'est devenu mon plat préféré. Ça s'appelle des jjajangmyeon. Le Rotary Club, c'est plus qu'un échange en fait, c'est vraiment le fait d'être ambassadeur de ton propre pays dans le pays où tu vas faire ton échange. Il y a plein de règles, plein de codes. Déjà, chaque pays a sa veste. Donc nous, les Français, on a une veste bleu roi. Et à chaque fois qu'on va à des événements du Rotary Club ou par exemple le premier jour de lycée, il fallait porter la veste pour représenter le Rotary Club de France à l'étranger. Et il y a aussi les règles qui s'appellent les 4D, 4Ds. No drink, no drive, no drug, no date. Pas d'alcool, pas de petits copains ou pas de petites copines, pas le droit de conduire et pas le droit de se droguer. Évidemment, la majorité des étudiants enfreignent absolument toutes ces règles. J'ai énormément de chance parce que je tombe sur une famille extrêmement cool par rapport aux autres étudiants. La grande sœur, du coup, me considère vraiment comme une petite sœur. Avec les encouragements du père, elle m'emmène en boîte de nuit, alors que normalement on n'a pas le droit. Et donc je découvre le clubbing, même en France, j'étais jamais allée en boîte de nuit. Donc elle m'emmène dans des grands clubs à Gangnam, à Itaewon, à Hongdae. Et je découvre la nightlife, la vie de club de Séoul. Le Rotary Club, c'est divisé en plusieurs districts. Moi, je suis dans le district de Gyeonggi-do, qui regroupe plusieurs étudiants du monde entier. Dans mon lycée, on est au total 6 étudiants. Donc, nous sommes 2 Français, une Japonaise, une Américaine, un Mexicain et un Argentin, avec qui chaque jour, on passe l'après-midi à la bibliothèque à étudier le coréen. Et le matin, on est en cours dans nos classes respectives, donc on est chacun dans une classe et on essaye de s'en sortir comme on peut. Après quelques mois, une fois qu'on a bien appris à se connaître, parfois le week-end on se retrouve, soit on se retrouve dans la ville, la grande ville la plus proche, à Suwon, soit on se retrouve à Séoul, on fait des journées shopping, on va visiter ensemble ou on sort en boîte ensemble. Un jour, j'ai mon amie Clara, qui est aussi une Française en échange avec le Rotary, mais dans un autre district. Elle me parle d'un café qui organise des échanges linguistiques, donc entre des Coréens et des étrangers. Et elle me propose d'y aller un samedi avec elle. Quand elle m'en parle, je trouve l'idée vraiment cool parce que je suis vraiment dans une démarche d'apprendre le coréen du mieux possible parce que j'ai envie de pouvoir communiquer très très bien avec ma famille d'accueil. Donc j'accepte direct parce que j'ai envie d'aller dialoguer avec des Coréens et des Coréennes et pourquoi pas leur apprendre le français pour celles et ceux qui ont besoin d'apprendre le français. On se retrouve devant le café, on rentre, on prend une boisson, on dit qu'on est là pour l'échange, on va s'installer. Et au bout de quelques minutes, il y a l'organisateur qui s'appelle Do-hyun qui vient nous parler, qui vient se présenter, qui vient nous parler de son concept parce que c'est tout nouveau apparemment et il reste un petit moment avec nous. C'est un Coréen qui est assez jeune. Il a à peu près la trentaine, c'est ce que je me dis sur le moment. Je me dis qu'il est mignon, mais rien de plus parce que moi j'ai 18 ans et bon, je m'intéresse pas forcément aux hommes beaucoup plus âgés que moi, quoi. Il est brun, il a les cheveux longs, il a une manière de se tenir assez charmeur directement. Et il nous parle dans un anglais pratiquement parfait pour un Coréen, ce qui n'est pas quelque chose de courant. Les Coréens parlent extrêmement mal anglais. Le fait qu'il parle très bien anglais, ça me surprend.
Je me dis que c'est cool parce que du coup, communiquer, ça va être vraiment plus simple, quoi. Je me rends compte qu'on parle avec lui vachement longtemps, en fait. Et il nous raconte sa vie et il nous raconte surtout ses voyages en Australie et aux États-Unis. Il est resté quelques années, il a fait des road trips. Et là, je comprends pourquoi il parle aussi bien anglais. Une chose en emmenant une autre, on échange nos cacao talk. Clara et moi, on reste un peu avec d'autres gens et puis on sort du café, chacune rentre dans sa famille. Et moi, je continue à discuter avec Do-hyun pendant plusieurs semaines. Souvent, la journée, le soir, on se raconte un peu nos vies. À force de parler, je me rends compte que j'aime bien parler avec lui et je me sens assez flattée. Les Coréens que j'ai côtoyés au cours de l'année jusque-là, c'est assez spécial comme mentalité. Ils sont pas comme nous, ce qui est normal, hein, et moi je suis pas comme eux. Ce qui fait que j'apprécie beaucoup de parler avec Do-hyun, c'est comme il a habité à l'étranger, sa mentalité ressemble assez à la mienne. On se parle beaucoup et avec mon amie Clara, on retourne plusieurs fois, plusieurs samedis d'affilée même dans ce café. Il se trouve que ça avait lieu une semaine sur 2 et en fait, on y va pratiquement à chaque fois. J'ai envie d'y aller pour revoir Do-hyun avec qui je parle tout le temps. Il y a une fois où on est dans ce café lors de l'échange linguistique. Do-hyun vient me voir et me propose un date au DVD Bang. Je n'ai aucune idée de ce qu'est un DVD Bang. Le mot bang en coréen veut dire chambre et DVD, DVD. Et en fait, ce sont des endroits où il y a des pièces avec un grand écran pour pouvoir regarder un film et un canapé ou un lit. C'est le tout premier date de ma vie. Quand il me le propose, je me sens flattée, un peu gênée aussi parce que c'est mon tout premier date. On m'a jamais invitée à un date. En y allant, je suis un peu stressée. Sur le chemin, il me prend la main. Et là, je suis pétrifiée, quoi. Je suis à la fois partagée entre hyper gênée, hyper waouh, il me prend la main, je suis hyper contente. Et donc, on va au DVD Bang. Quand je rentre dans le DVD Bang, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un vieux canapé posé par terre avec au mur un espèce de cyclo sur lequel il projette un film qu'on a choisi. Donc c'est absolument pas le meilleur endroit pour un premier date. Et donc on regarde le film ensemble côte à côte et vient un moment vers la fin du film où il se penche vers moi et il m'embrasse. Je suis partagée entre le stress, l'envie, le désir et je suis hyper contente qu'il m'embrasse, quoi. À la suite de ce premier date, je rentre chez moi et on continue de discuter et on prévoit déjà de se revoir assez vite. Je suis au lycée, je dois aller en cours toute la journée et le soir, je suis attendue chez ma famille d'accueil. Et je ne peux le voir que le week-end. Et en fait, je dis pas du tout la vérité à ma famille. Je leur dis que je vais en ville avec Clara ou avec d'autres amis de l'échange. Et en fait, je vais voir Do-hyun et on se donne rendez-vous à Suwon, qui est pas très loin de là où j'habite. On se rejoint dans un motel et un motel en Corée, c'est l'endroit où les couples se rejoignent pour se retrouver ensemble. C'est des chambres qu'on peut louer pour plusieurs heures ou pour une nuit ou même pour plusieurs jours. Ça dépend de ce qu'on veut y faire. Moi, comme je suis en famille d'accueil, évidemment, je ne peux aller le voir qu'en journée. Je ne peux pas aller passer une nuit avec lui. Là-bas, on va coucher ensemble pour la première fois. Dans la culture coréenne, c'est pas commun de ramener son petit ami ou sa petite amie chez soi. Donc, quand on habite chez ses parents, la solution qu'ils ont trouvée, c'est d'aller se rejoindre dans ces motels. C'est un peu les filles faciles qui vont dans les motels. Normalement, t'es pas censé avoir de rapport avant le mariage. Mais bon, tous les jeunes couples y vont. Le fait de dater un Coréen, je n'ai absolument pas le droit et je brise une des règles du Rotary Club. Si je me balade dans la rue avec lui et qu'on se tient la main et qu'il y a quelqu'un du Rotary qui nous voit, il peut très bien aller me signaler. Là, c'est retour en France direct. On se voit
Beaucoup au motel, la plupart du temps pour coucher ensemble, ou on va au restaurant ou faire du shopping. Et moi, en fait, je tombe clairement amoureuse de lui, mais très très vite. Ça arrive très vite au bout de quelques semaines. Un jour, il m'emmène chez lui. Il habite dans un tout petit appartement parce que Séoul, c'est très très cher. C'est une pièce et ils sont 2 dedans, donc chacun a son lit. Il y a une petite kitchenette et une toute petite salle de bain, quoi. C'est vraiment tout. Il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça en Corée, c'est pour ça qu'ils sont tout le temps dehors pour manger. Ils rentrent vraiment que pour dormir, quoi. Ils cuisinent pas vraiment chez eux. On a fait des crêpes parce que je voulais lui montrer ce que c'était des crêpes, il connaissait pas. Et puis on est chez lui, donc on couche encore ensemble. En Corée, les portes d'appartements ou de maisons sont fermées non pas par des clés, mais par un dispositif digicode. Donc il faut lever un petit clapet, faire son code et la porte se déverrouille, on peut rentrer chez soi. Et quand on fait ce code, ça fait un petit bip bip. Moi, je suis avec Do-hyun chez lui. On est censé être que tous les deux. Je sais qu'il a un coloc et que son coloc n'est pas censé arriver. Mais je sais pas pourquoi, je stresse, je me dis que il y a quelqu'un qui arrive et bon, j'essaye d'ignorer un peu mon stress et de profiter de mon moment avec lui. Et là, en pleine action, j'entends le fameux bip bip du digicode et je me dis ah ouais super, je suis complètement nue et il y a son colocataire qui arrive. La porte s'ouvre et j'essaye de me cacher comme je peux et le mec rentre dans son appart. C'est vraiment gênant. Il ressort de suite parce qu'il comprend la situation et nous, Do-hyun et moi, on se rhabille. Je râle un peu après lui parce que je lui dis mais je savais que ça allait arriver. Pourquoi tu m'as dit qu'il allait pas venir? Plus on se voit, plus je m'attache à lui et plus je tombe amoureuse de lui. Tellement que j'en parle à ma mère. On fait ensemble une petite visio Skype. Je lui ai montré à quoi il ressemblait, qui c'est, mais il a 28 ou 29 ans et moi j'ai 18 ans. L'écart d'âge est quand même conséquent. A contrario, lui ne me présente aucun membre de sa famille. Il me parle très peu de sa famille. Je sais à peine dans quoi il travaille, mais voilà, pas dans le détail. Et je n'ai jamais rencontré ni sa famille ni ses amis. La rupture arrive au bout d'environ 3-4 mois et elle se fait via KakaoTalk. Donc c'est le pire truc qu'on puisse faire, de rompre par texto, en fait, c'est un peu comme ça. Avec un long message où il m'explique qu'il a parlé de moi à ses parents et que ses parents lui ont dit que c'était pas possible qu'il sorte avec une étrangère et surtout que je suis trop jeune pour lui. Et donc il me dit bon il faut qu'on arrête de se voir et c'est fini. Je suis absolument dévastée parce que c'est hyper violent par texto. Je me dis que je vais plus jamais le revoir, que c'est horrible. Je suis tellement amoureuse et ça me brise le cœur. Et je pleure. Dès que je suis toute seule, je pleure. Je suis même tellement triste qu'il y a un soir où je me retrouve à pleurer dans le métro et dans le bus pour rentrer chez moi. Et sur le trajet à pied entre le bus et l'appart, je croise sur mon trajet un groupe d'hommes qui fument leurs cigarettes au coin d'une rue et ils me voient pleurer et ils se mettent à m'interpeller pour me demander ce que j'ai et moi je m'arrête pas. Évidemment, mes amis du Rotary Club savent absolument tout de cette histoire. Je leur raconte vraiment tout. Et il se trouve que Clara, qui était là lorsque j'ai rencontré Do-hyun, m'explique qu'en fait, les DVD banks, ce sont des endroits où les gens vont pour se pécho. Et c'est absolument pas un endroit correct pour emmener quelqu'un à un premier date. Et quand je réalise ce que c'est un DVD Bang et pourquoi il m'a emmené là-bas, je me dis qu'en fait, il s'est joué de moi, quoi. Son objectif, c'était sortir avec une étrangère, c'est tout. Le temps passe un peu et un soir, sur Facebook, je reçois un message d'un compte anonyme que je ne connais pas, avec un nom coréen et qui parle anglais, qui m'envoie un message. Et le message, c'est Salut, j'ai trouvé ce blog et je crois que ça parle de toi, avec un lien.
Et je clique sur le lien et là, je découvre un blog sur Daum, qui est comme notre Skyblog à nous finalement. Sur ce blog, il a un chapitre où il parle de ses voyages en Australie, aux États-Unis. Et en fait, il y a tout un autre chapitre où il parle de toutes les filles étrangères avec qui il sort, avec des photos d'elles. Je tombe sur une page où il raconte absolument toute notre histoire, avec des photos de nous, des selfies, des photos qu'on a pu prendre lors de nos dates si on allait faire du shopping ou quoi. Je suis pas non plus bilingue, donc je m'aide d'un traducteur et je découvre que voilà, il raconte tout. Il dit à un moment donné que je pue de la gueule. Quand je lis ça, je suis extrêmement vexée. Je suis super vexée. Je me dis mais comment ça En fait, je crois que c'est ce qui m'outre le plus que d'avoir rompu, c'est le fait qu'il ait écrit que je pue de la gueule. Je trouve ça vraiment pas cool de sa part. Et donc j'explore un peu plus le blog et je découvre une page sur une autre fille, une autre page sur encore une autre fille, à chaque fois avec des selfies, des photos. Bon, je cherche pas à tout traduire, mais je me dis que en fait, son objectif, c'est juste de sortir avec des étrangères et de raconter ça sur son blog. Je trouve ça dégueulasse comme comportement. C'est des filles que j'ai jamais vues, dont j'ai jamais entendu parler. S'il faut, il les a même peut-être rencontrées par ce café d'échange linguistique. Direct, je prends des screens et je lui envoie sur Messenger, je lui envoie les screens, je lui envoie les liens. Je lui dis c'est quoi ça? Tu vas enlever ça de suite. Je t'ai pas donné l'autorisation de parler de notre histoire, ni de mettre nos photos. En plus, ce sont mes photos que moi j'ai prises. Et là, il me dit désolé, en fait, l'objectif c'était même d'écrire un livre avec toutes ces histoires. Je lui dis non, tu peux pas écrire un livre avec ces histoires et surtout tu peux pas dire que je sens mauvais de la bouche, quoi. Il me répond direct, il s'excuse, il me dit qu'il aurait dû m'en parler. Et moi, je le menace, je lui dis si t'enlèves pas tout, je vais retrouver chacune des filles et je vais tout leur envoyer. Et je lui dis j'ai absolument screené tout ton blog, t'as intérêt à tout supprimer, sinon ça va mal se passer. Je compte pas me laisser faire. Et effectivement, dans les jours qui suivent, il supprime tout. Malgré le fait que je suis quand même amoureuse de lui, je suis contrariée, révoltée, je fais face quand même à la situation et je passe à autre chose. Et en fait, je rencontre un autre gars avec qui ça le fait et avec qui on se voit pareil au motel. Voilà, rien de sérieux, juste pour profiter de mes derniers mois en Corée. À un moment donné, le contexte en 2013 en Corée est différent parce que la Corée du Nord menace de bombarder la Corée du Sud. Et mes parents qui sont en France, ils commencent vraiment à s'inquiéter parce que voilà, les médias en parlent énormément. Alors que sur place, en fait, tout va bien, c'est pas la guerre, c'est pas la fin du monde, on se sent pas en insécurité. Mais quand même, ma mère me demande de rentrer plus tôt que prévu. Il se trouve que voilà, avec Dorian, on se parlait plus vraiment, mais je décide de lui envoyer un message pour lui annoncer mon départ. Et en fait, il insiste pour venir à l'aéroport, pour venir me dire au revoir. Je prépare mon départ, je fais mes valises, ça se fait hyper vite. Ma famille d'accueil m'emmène à l'aéroport. Ils comprennent pas trop pourquoi je pars. Personne ne comprend pourquoi je pars au lycée. Tous mes amis me disent mais il y a pas la guerre, reste avec nous. À l'aéroport, on fait le check-in des bagages. Je reste un peu avec ma famille d'accueil. Et puis vient un moment où je m'absente, je leur dis que je reviens dans 15 minutes. Dorian est là. On s'assoit à un restaurant et de là, il m'explique que s'il me parlait plus, c'est parce qu'il était en voyage d'affaires à Singapour. Et le mec me sort des photos qu'il a trouvées sur Google Images de plages, de coucher de soleil, et je pense que je le crois. Je dis mais en fait, je sais très bien que tu es resté en Corée et je sais très bien que tu étais là et que tu n'es pas parti. Dorian, il veut écrire des livres. Son premier livre, en fait, parle de ses voyages en Australie, aux États-Unis. Et en gros, c'est tout son blog qu'il veut mettre en livre. C'est exactement ce qu'il avait prévu de faire avec toutes ses histoires avec les étrangères aussi, mais plus tard. Donc, ce premier livre, il a fait un crowdfunding pour pouvoir s'auto-éditer.
Et il se trouve que quand on est à l'aéroport, je me rappelle avoir regardé le lien et il manque 20 000 won, 15 €, pas un gros montant. Et moi, dans mon porte-monnaie, j'ai 20 000 won. Et comme je rentre en France, j'ai aucune utilité de ces 20 000 won. Donc, je lui tends les 20 000 won et je lui dis tiens, pour ton livre, je te les donne, quoi. Enfin, je lui ai presque lancé le billet dessus. C'est purement de la moquerie. Et je suis dans un état d'esprit de le narguer, mais c'est vrai que je suis quand même hyper triste. Mais je veux pas le montrer du tout. Et après, je le laisse et je retourne voir ma famille d'accueil, à qui je dois aussi dire au revoir, parce qu'il faut que j'embarque. Ça fait 12 ans que je suis rentrée de cet échange. Plusieurs mois, même plusieurs années après être rentrée, j'ai continué à consulter le blog pour être sûre que le contenu ne réapparaisse pas. Et jusque-là, il n'est pas réapparu, donc tout va bien. Je réalise avec le recul que c'était un homme qui n'avait pas du tout de bonnes intentions et que son seul objectif, c'était de sortir avec le plus d'étrangères possible et surtout avec le plus de nationalités possible. Avec moi, il a coché la française. On s'est reparlé plusieurs années après. On s'était même revus et la première chose qu'il m'avait demandé quand on s'est revus, c'était est-ce que tu veux aller au motel ? Ce que j'ai refusé bien évidemment et j'ai quitté directement le rendez-vous. Je suis partie. Je le vois passer parfois sur Instagram. Il est papa, il est marié. Après ce voyage, je suis quand même retournée en Corée plusieurs fois. Surtout pour revoir ma famille d'accueil en fait, avec qui j'ai des liens très très proches. J'ai vraiment très hâte d'y retourner. J'y retourne même l'année prochaine. Vous venez d'écouter Transfert. Ce témoignage a été recueilli par Alicia Gaoua. Transfert est produit par Slate Podcast. Direction et production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Chargée de production, Astrid Verdun. Chargée de post-production, Mona Delahaye. Prise de son, Paul Thébault. L'introduction est écrite par Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. 3 fois par mois, Transfert donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr/transfertclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.